Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on va parler de la super victoire des Bulls à Philadelphie. Parce que oui, on est allé gagner à Philadelphie contre toute attente. Contre toute attente parce que un des meilleurs bilans de l'Est, hein, évidemment. Sur une série de 6 victoires consécutives avec un Joel Embiid absolument monstrueux depuis un petit moment, qui est dans la course pour aller chercher un deuxième titre de MVP. Il était avec une série de 11 matchs de suite avec au moins 30 points inscrits. Le tout avec un record en carrière de 6 passes décisives, une adresse monstrueuse d'un peu partout, enfin bref, carnage. Euh, Évidemment, il n'est pas le seul pour faire tourner cette équipe, hein. Thérèse Maxey, c'est peut-être un des joueurs que je kiffe le plus regarder dans cette ligue en ce moment. Donc bref, ça s'annonçait pas simple du tout, malgré le retour d'Alex Caruso, qui pour son retour était sur le banc. Parce qu'on se rappelle qu'il était pas mal titulaire dernièrement, mais en termes de gestion de ses minutes, Donovan préfère le faire sortir du banc. Euh, Par contre, le point noir, mais je développerai après, c'est l'absence de Torrey Craig. Parce qu'on se rappelle que Torrey Craig était sorti lors du deuxième match face à Miami, un petit peu avant la mi-temps, en boitant. Et donc il était absent pour ce match-là. Mais pareil, il y a des nouvelles pas rassurantes du tout, mais on en parlera plus tard dans la vidéo. Et donc ce début de match contre Philadelphie est un peu compliqué parce qu'on subit un peu la loi de Joel Embiid qui nous fait des misères à l'intérieur, et surtout on se fait pas mal emmerder par cette défense des Sixers qui est première de la ligue aux interceptions et première de la ligue aux déviations, et c'est exactement ce qu'ils font dans les premières minutes. Dès qu'on essaye de driver, on a des mains qui coupent les lignes de passe. Dès qu'on essaye de faire circuler la balle de droite à gauche, il y a toujours quelqu'un pour se mettre en opposition. Donc on a un peu de mal au début, jusqu'à ce que Kobe décide que, bah voilà, c'est moi le patron. Et de plus en plus, c'est vrai, c'est lui le patron. Donc il prend un peu le scoring à son compte, il enchaîne les attaques du cercle, les shoots un petit peu lointains. Et il met 13 des 25 points des Bulls dans ce premier quart. Et assez étonnamment, on mène ce premier quart sur le parquet des Sixers 25-24. Parce que aussi au fil des minutes, on s'est mis à mieux défendre. Parce qu'au départ, c'était pas trop ça sur les premières minutes quand même. Et puis voilà, avec l'entrée de Caruso notamment, on a été beaucoup plus actif pour couper les lignes de passe sur les drives des Sixers. Au début du deuxième quart-temps, on s'est créé plusieurs situations de contre-attaque parce qu'on volait des ballons de l'autre côté, que ce soit par Caruso, par Carter ou même par Patrick Williams. Euh, donc on est allé chercher de cette manière-là pas mal de points à l'intérieur. Il y a notamment un excellent pick and roll entre DeRozan et Drummond pour un dunk de Drummond. Mais voilà, on est allé chercher plein de points à l'intérieur sur ces minutes-là où Joel Embiid n'était pas forcément là. Et du coup, Philadelphie met un 5 de taille plus modeste, on va dire. Ça reste de bonne taille, mais plus modeste par rapport à si Embiid était sur le parquet. D'ailleurs, quand il revient, Joel Embiid, t'as l'impression qu'il joue un petit peu une défense de zone, mais tout seul. C'est-à-dire qu'il est par là, vers la raquette. Il n'est pas sur un gars en particulier. Il attend que quelqu'un arrive et il vient dévier, faire un contre ou quoi. C'est un petit peu étrange. Mais ce qui est sûr, c'est que sans lui, l'attaque des Sixers est quand même moins inspirée, surtout à ce moment-là du match. Le banc n'est pas particulièrement impactant pour eux. Il n'y a pas un mec qui sort et qui met 5 sur 6 à 3 points, comme c'était souvent le cas avec du Korkmaz, avec du Niang à l'époque. Et là, du coup, c'est un petit peu compliqué pour les Sixers. Et au contraire, c'est les Bulls qui mettent des paniers à 3 points avec Kobe White et Patrick Williams pour donner 11 points d'avance. Et c'est sur cette même avance qu'on va atteindre la pause. 55-44 à la pause. 44 points inscrits en première mi-temps. C'est le plus faible total des Sixers en première mi-temps cette saison. Donc c'est quand même pas un mince exploit ce qu'on a fait. La seule petite frayeur, c'est que juste à la pause, au moment où Patrick Williams remonte la balle et veut prendre le dernier shoot avant la mi-temps, il glisse, les deux pieds glissent en même temps, il se réceptionne assez mal sur ses chevilles, et sur le coup, t'es pas rassuré parce qu'il se tient les deux chevilles, assez pas flippant, mais tu te dis merde, c'est un peu inquiétant comme image. Au final, il est là pour reprendre le troisième quart-temps, mais tu sens qu'il est un petit peu gêné et que du coup, il essaie de pas trop enchaîner les courses à droite à gauche, faire les aides défensives parce qu'au niveau de ses appuis, c'est pas top top. Et
Conséquence de ça, les Bulls, dans leur ensemble, sont un peu moins énergiques pour la reprise du troisième quart-temps. Tu sens que défensivement, voilà, tous les efforts sont pas euh, aussi bien faits et aussi agressifs que dans le deuxième quart-temps où on a été capable de creuser l'écart. Conséquence de ça, euh, à force, les Sixers repassent devant. Alors au départ, tu as Joel Embiid qui enchaîne les drives avec les fins de tête de raquette pour faire sauter Vucevic et partir. Et quand Vucevic ne saute pas, bah, il essaie quand même d'aller en drive et de ressortir les ballons. Thérèse Maxime finit par mettre les Sixers devant. Mais euh, on arrive quand même à s'en sortir grâce à Vucevic. Parce que pendant plusieurs minutes dans ce troisième quart-temps, on avait l'attaque qui stagnait, où c'était voilà, pas beaucoup de mouvement, il n'y avait pas vraiment de rythme, c'était pas très fluide. Et puis on a décidé d'utiliser Vucevic euh, derrière la ligne à 3 points pour essayer de faire sortir Joel Embiid sur lui. Sauf que Joel Embiid, il reste vers la raquette à attendre que quelqu'un attaque le cercle pour venir contrer quelque chose. Du coup, Vucevic, il fait bon, bah tu viens pas sur moi, hop, runner, deuxième runner, 3 points. Et voilà, il profite du fait que Joel Embiid dise bah, non, non, vas-y, je vais pas monter. Donc, du coup, bah, il a eu de l'espace pour mettre quelques paniers et ça a permis de lancer un run euh, qui nous a permis de bien finir le troisième quart-temps avec aussi Javon Carter qui met plusieurs paniers à 3 points, qui a été excellent sur ce match-là aussi. Et dans l'ensemble, le banc a eu un impact intéressant sur cette période-là, avec Drummond qui provoque la quatrième faute de Joel Embiid, avec Ayo qui va chercher des bons rebonds et qui défend bien. Donc, dans cette période-là du match, on est bien. On termine le troisième quart-temps avec 12 points d'avance, 81-69. Et tu te dis quand même, on est bien parti, sachant en plus que les Sixers, quand ils débutent le quatrième quart-temps en étant menés, cette saison, à chaque fois, c'est défaite. 0 victoire, 6 défaites. Et d'entrée, on prend un 9-0 dans le quatrième quart-temps parce que bah voilà, faut quand même qu'on relance un petit peu le suspense quoi. En plus, c'est une période où Joel Embiid est sur le banc parce que comme il a déjà 4 fautes, ils essaient de le protéger un peu. Mais malgré tout, bah, Philadelphie a des secondes chances, prend des rebonds offensifs, il y a des hustle plays avec Covington, avec Paul Reed. Et du coup, bah, ils reviennent un petit peu dans le match. Et en plus de ça, nous, de l'autre côté, euh, il y a un DeRozan très frustrant. Mais vraiment, sur ce quatrième carton, il a été frustrant parce que plein de fois, il a essayé d'attaquer le cercle et de provoquer les fautes, un petit peu comme Zach LaVine en début de saison, où il drive et puis il lève les bras en gueulant ouais, en espérant une faute, mais qui arrive jamais. Donc une fois, deux fois, trois fois. Et du coup, ça gâche des possessions importantes. Et forcément, conséquence de ça, Philadelphie repasse devant sur un 3 points de Tyrese Maxey. Sauf que là, pas de panique, pas de. Voilà. Tout de suite, on reprend une circulation de balles active. Patrick Williams met deux paniers à 3 points de suite, ce qui était ses deux premiers paniers en deuxième mi-temps, où, comme on disait, il n'avait pas l'air top au niveau de ses appuis après sa glissade. Là, il met deux paniers à 3 points super importants de suite, imité par Vucevic qui va être ultra clutch, parce qu'il met, pareil, un panier à 3 points qui met sur un super pick and pop d'ailleurs avec Kobe White. Il se retrouve tout seul sur l'elbow, 3 points qui met les Bulls devant avec 8 points d'avance à 3 minutes de la fin. Philadelphie revient avec des lancers francs. Hein. Joel Embiid en met 2, Tyrese Maxey en met 2, Kelly Oubre fait 1 sur 2. Et DeRozan continue d'essayer de provoquer des lancers, mais ça n'arrive pas. Vucevic met un autre panier à 3 points, mais ça suffit toujours pas. Tyrese Maxey ramène les siens à moins 1 à peu près 30 secondes de la fin. Et cette fois, DeRozan obtient des lancers. Un peu cadeau, hein, faut quand même pas le cacher. Même si les Sixers challenge, les arbitres vérifient la vidéo et donnent quand même de lancers francs à DeRozan. Honnêtement, c'est quand même pas grand chose, voire rien du tout. Hein. C'est quand même. Mais bon, on va prendre, hein, ma foi. Et DeRozan fait 1 sur 2. Il loupe le premier, il met le deuxième, et à ce moment-là, il reste 16 secondes. Possession pour les Sixers. Et là, tu te dis, j'aime pas ça du tout. On a laissé passer une grosse occasion là. Et enfin, on continue de laisser passer des grosses occasions. Et ça fait un peu penser à la fin de match à Miami où tu as 4 possessions de suite, où tu concèdes des rebonds offensifs. Et là, pareil, enfin, pas de la même manière, mais
tu gâches tes possessions, toi, parce que tu vas chercher, tu espères avoir des coups de sifflet que tu n'as pas. euh, et à force, bah, les Sixers, voilà, ils reviennent à un point. Toi, tu fais un sur deux au lancer franc. Et derrière, bah, du coup, ça leur donne une grosse possession pour aller chercher ce match-là, alors que tu menais de 12 points à l'entame du quatrième quart. Tyrese Maxey remonte le ballon. Et quand il est au niveau de la ligne à 3 points, je me suis dit, il va dégainer. Et en fait, il continue, il drive, il serre Joel Embiid dans la raquette. Et Joel Embiid, en fait, n'arrive pas vraiment bien à contrôler le ballon. Il l'attrape il l'attrape à deux mains, mais il n'arrive pas vraiment à la bloquer complètement. Et en fait, au lieu de prendre vraiment un bon shoot, il, il balance la balle un petit peu comme il peut, du bout des doigts vers le cercle. Ça rentre pas, évidemment, heureusement, parce que là, ça aurait été une prière assez dingue. DeRozan récupère le rebond, faute directe sur lui, il a envoyé au lancer. Cette fois, il met les deux. Et cette fois, on en finit. On s'impose 108-104, non sans peur, mais c'est normal aussi. Enfin, c'est une grosse équipe de Philadelphie. Hein. Mais c'est quand même assez paradoxal de se dire que, pour une fois, Vucevic a été beaucoup plus clutch que DeRozan dans le quatrième quart-temps. C'est quand même un peu le monde à l'envers, mais ma foi, peu importe qui met les paniers clutch, tant qu'il y en a un qui met les paniers clutch, ma foi, on va pas s'en plaindre. Euh, mais donc voilà, une belle victoire à l'extérieur, la quatrième de la saison. Hein. On n'a pas un gros bilan à l'extérieur. Je crois qu'on est à 4-11. Mais voilà, on est quand même allé en chercher une à Miami, on est allé en chercher une à Indiana, là on est allé en chercher une à Philadelphie. Donc propre, avec en plus une belle prestation, notamment défensivement, où ça a été bien meilleur que ce qu'on a pu voir à Miami. Euh, beaucoup moins de switch. On était plus dans la recherche de passer sous les screens, et ça, c'est le retour de Caruso qui fait ça aussi. Ayo a été très bon défensivement. Kobe White a fait le taf. Drummond, dès qu'il est rentré, des gros hustle play aussi. Jevon Carter. Et voilà, l'impact du banc a vraiment été important. Voilà, Carter, il fait 4 sur 8 à 3 points, en plus d'une bonne défense. Drummond, il a pris 8 rebonds, dont 3 offensifs. On a gagné la bataille des rebonds d'ailleurs, avec notamment 3 joueurs avec 3 rebonds offensifs qui sont Vooch, Drummond, ça c'est assez normal, et Ayo, qui pour le reste du match n'a pas été forcément ouf, notamment offensivement, malgré une belle passe en transition pour un dunk de Patrick Williams. Mais en termes d'adresse, c'était pas ouf. Par contre, défensivement, et pour aller chercher ces gros rebonds qui ont été précieux, il a fait du bien. Et honnêtement, même Terry, même Dalen Terry, il a joué 10 minutes et il a eu un impact intéressant. Pas, voilà, il n'a pas enchaîné les points, il a pas, mais voilà, défensivement, et comme on disait, défensivement, on a plus été dans le 1 contre 1 que collectivement à switcher à tout va. Il était moins perdu, c'est ce qu'on disait dans la dernière vidéo. Terry, il était souvent perdu défensivement, c'est pas trop voilà, quoi faire, qui suivre, quel switch, etc. Là, comme on était plus sur du 1 contre 1 la plupart du temps, et qu'il est meilleur dans ce domaine-là, il a pu se montrer un peu plus. Donc voilà, il a eu un impact plutôt intéressant. Et d'ailleurs, tous les joueurs du banc ont un plus-minus en positif, dont 2 joueurs à plus 18 qui sont Caruso et Carter de mémoire. Dalen Terry plus 10 en 10 minutes, top. Et André Drummond plus 8. Donc voilà, le banc a été excellent. Et voilà, c'était moins le cas sur les quelques derniers matchs. Donc là, c'était bien de tous les revoir produire et être efficaces. Ouais, évidemment, je compte Caruso, qui a été excellent pour son retour. Euh, et que dire de Kobe White? Oh, Kobe White, encore une fois. Alors, malgré sa fin de série à 3 points, parce que il a mis que 2 paniers à 3 points sur 6, donc du coup, sa série de matchs consécutifs avec au moins 3 paniers à 3 points s'arrête à 14, ce qui reste énorme. Hein, parce que comme on l'a dit dans la dernière vidéo, il n'y a que 4 autres joueurs qui ont fait au moins aussi bien dans l'histoire de la NBA. C'était Steph Curry, James Harden, Duncan Robinson et Fred VanVleet. Donc voilà, ça te place une perf quand même. Et malgré ce petit 2 sur 6 à 3 points, il finit quand même avec 9 sur 17, 26 points, 8 rebonds, 9 passes, donc il a frôlé le triple-double. Il a été énorme dès que l'attaque marchait moins bien, hop, il enchaînait les paniers ou il mettait en place des trucs avec des pick and roll, des pick and pop, des drives pour ressortir la balle sur les mecs qui cutaient. Il a encore été excellent et tout en maîtrise. Et ça tombe bien parce que là, maintenant, les votes sont ouverts pour le All-Star Game. Allez, on va essayer d'envoyer le petit Kobe à Indiana. Ce serait voilà, probablement pas dans le 5 de départ, faut pas déconner non plus, mais
S'il est dans les discussions pour être parmi les réservistes, eh, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Parce que là, vu la forme qu'il a en ce moment, c'est pas déconnant du tout. Donc voilà, une belle victoire quoi, qui, mine de rien, permet de conclure ce road trip avec 2 victoires et une défaite, sachant que au départ, quand tu te dis 2 matchs à Miami, un à Philadelphie, revenir de ça avec 2-1, c'est quand même vraiment intéressant et ça montre la progression de cette équipe qui continue d'afficher des belles dispositions collectives et qui voilà, continue d'aller de l'avant depuis quelques semaines et ça fait vraiment plaisir parce que tous les jeunes se montrent. DeRozan est toujours là pour sortir une belle perf quand il y a besoin, donner quelques bonnes passes décisives. Il a fait 4 interceptions sur ce match-là aussi. Vucevic a été clutch. Caruso revient, le banc est actif, donc voilà, collectivement, il y a vraiment quelque chose de super intéressant qui se dégage de ce groupe. Alors évidemment, on est encore avec pas mal de défauts, mais ça vient petit à petit et ce qu'on voit depuis 3 4 semaines est quand même beaucoup, beaucoup plus plaisant que ce qu'on voyait sur les 15, 16, 17, 18 premiers matchs de la saison régulière où honnêtement les mecs avaient l'air d'en avoir rien à foutre quoi. Là, c'est quand même autre chose en termes d'attitude, en termes de jeu, donc c'est quand même beaucoup plus plaisant de suivre les matchs depuis un petit moment quoi. Le seul petit bémol, c'est qu'on a appris hier soir que Torrey Craig allait être absent très longtemps. Et ça fait vraiment, vraiment grave chier. Parce que Torrey Craig, il est énorme depuis le début de saison. Régulier, toujours dans les hustle play, l'attitude en défense, toujours là. Et le problème, c'est que donc il est sorti avant la pause à Miami en boitant. Et en fait, il a une grosse déchirure au niveau de la voûte plantaire, donc sous le pied, assez sévère. Et donc, il a besoin d'être immobilisé pendant 4 semaines. Et ensuite, après ces 4 semaines d'immobilisation totale de son pied, donc hein, il a un programme de réhabilitation qui dure entre 4 et 6 semaines. Donc il est annoncé avec une absence d'environ 8 à 10 semaines. Donc en gros, tu ne le revois pas avant fin février, début mars dans le meilleur des cas. C'est vraiment une grosse, grosse tuile parce que voilà, comme on le disait, son impact est énorme depuis qu'il est arrivé. Il y a eu Kobe White qui disait que c'était un joueur qui refusait de switcher, qui voulait toujours garder son vis-à-vis face à lui, passer sous les screens, parce que voilà, il prenait une certaine fierté à arrêter son mec en défense. Et c'est un mec qui est tout le temps en train de parler, qui est sur le banc, qui donne des conseils pendant les temps morts, qui dit aux gars, voilà, là, ce qu'on fait défensivement, comme ci, comme ça, etc., le placement, tout ça. Et voilà, c'est un mec d'expérience. En plus, c'était son anniversaire hier. Le jour de son anniversaire, tu lui diagnostiques une absence de 8 à 10 semaines pour une déchirure à la voûte plantaire. C'est moche quand même. 33 ans. Et voilà, c'est l'expérience. L'expérience de Torrey Craig qui est qui est quand même joué dans des équipes dernièrement qui luttaient pour des titres. Hein. Donc voilà, il est quand même passé à Denver, à Phoenix, tout ça, qui ont joué des finales. Donc c'est vraiment, vraiment chiant. Parce que c'est devenu un membre très, très important de notre rotation. Mais du coup, c'est toujours pareil, ça donne des opportunités aux autres. Il va falloir voir comment Dalen Terry, après ce bon match, va être capable d'enchaîner, parce qu'il va sûrement récupérer quelques minutes. Peut-être Julian Phillips aussi, qu'on va retrouver, qui là, dernièrement, a un peu disparu de la rotation, alors qu'il y a peut-être 2 semaines de ça, il était devant Terry dans la rotation. Donc là, ça va redistribuer encore une fois les minutes. Sachant que Caruso, voilà, c'est toujours pareil, hein, il revient, mais tu sais jamais trop. Il suffit qu'il prenne un coup, il n'est pas là pendant 2 matchs. Donc on va voir, mais c'est vrai que là c'est une absence longue durée qui est vraiment, vraiment emmerdante, donc il va falloir trouver comment compenser sans lui. Parce que là, en plus, le calendrier continue d'être assez costaud. Là, on a les Lakers cette nuit, on a les Spurs demain, donc un back-to-back intéressant pour retrouver le United Center. Et d'ailleurs, il nous reste 6 matchs en 2023, ils sont tous au United Center. On a les Lakers et les Spurs. Ensuite, on a Cleveland le 23, on a Atlanta le 26, on a Indiana le 28 et Philadelphie pour terminer l'année le 30 et à Philadelphie pour débuter 2024 le 2 janvier. Donc, programme encore assez chargé et c'est pour ça que les absences vont être assez emmerdantes. Mais bon, on va déjà voir comment ce back-to-back va se passer avec les Lakers et les Spurs. On aura le temps de voir les autres matchs après et puis voir comment ça se déroule. Si d'ici là, il y a du mouvement au niveau de la trade, au niveau des trades avec Zach LaVine. Peu probable, mais sait-on jamais. Et puis de toute façon, on va suivre tout ça avec
les articles, les prochaines vidéos pour débriefer un petit peu tout ça. Donc voilà, je pense après le back-to-back Lakers-Spurs, on va se retrouver pour parler un peu de tout ça. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien, mieux que t'aurais Craig. Et puis bah, on se retrouve très très bientôt. Ciao, go Bulls.